Nous avons lu quelque part Dada naquit sur les lèvres de Tristan Tzara le 8 février 1916 à 6 heures du soir au Café Terrasse à Zurich. Avez-vous des commentaires, Monsieur Tzara? Bien, c'est la légende qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est vrai ou non, ça je ne pourrais pas vous préciser, puisqu'il y a déjà si longtemps et que la légende s'est implantée d'une manière tellement forte dans l'esprit de tous les gens qu'on ne croirait pas. Et à vrai dire, Dada, bien, Dada et ça a très peu d'importance. Comment il est né, comment il est arrivé, comment il a été trouvé. Mais ce qui était important, c'était le fait que nous cherchions le titre d'une revue qui ne signifie rien. Parce que nous ne voulions pas nous engager dans quelque dogmatisme ou dans quelque idéologie que ce soit. Et alors Dada correspondait parfaitement, puis il a eu pas mal de chance, comme vous savez, puisque le mouvement a été très connu. Mais comment l'avez-vous trouvé, Dada? Le mot Dada? Bien, ça appartient à la légende, justement. Enfin, la légende dit que je l'ai trouvé dans le Larousse, en ouvrant le Larousse et en mettant au hasard le doigt sur le premier mot. Mais c'est encore la légende. C'est encore la légende. Et peut-être est-ce la vérité. Je n'en sais rien. Vous n'en êtes pas sûr? Je n'en suis pas sûr. Vous êtes victime de la légende, quoi. Peut-être, oui. C'était une révolte totale, de toute façon, contre le milieu qui vous entourait et contre l'art de l'époque aussi. Oui, c'est évidemment, ce n'était pas aussi concerté que vous le dites en ce moment, parce que les choses sont nées peu à peu et ont pris figure. Mais le fait est que nous étions tous très jeunes, que nous souffrions beaucoup de la guerre, du fait d'être enfermés dans la Suisse, avoir une communication extrêmement difficile avec nos amis parisiens, que nous avons connus par la suite, comme Breton, Aragon, Soupeau, Éluard, etc. Et que nous pensions à ce moment-là être enfermés dans une sorte de prison, et nous rendions responsables la logique, les lois de la bourgeoisie, les lois en général, l'art ancien, l'art avec un A majuscule. Les règles de l'art aussi. Et tout cela de la guerre et de notre situation assez malheureuse, il faut le dire, n'est-ce pas? Surtout quand on avait l'âge que nous avions, à peine 20 ans. Vous vouliez faire sauter les barreaux de la prison? Oui. Et c'est évident que notre révolte s'est exprimée par des moyens littéraires. Et on tendait à une sorte de destruction de la poésie, mais pas les moyens même de la poésie. Et la même chose en art, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, Harpe faisait ses tableaux sans toucher de ses propres mains et donnait des instructions à des menuisiers ou des peintres en bâtiment, parce qu'il trouvait que la matière de la peinture même est une chose assez dégoûtante, qu'il ne fallait pas se salir les mains. Vous trouviez aussi à ce moment-là que la politique était dégoûtante? Ah oui, ça entrait dans... tous les principes de la bourgeoisie, consacrés de la bourgeoisie, étaient pour nous à rejeter. Que ce soit religion, logique, famille, enfin, vous voyez, c'était une révolte totale contre tout l'ordre existant. Et c'est à ce moment-là aussi que vous avez rencontré un grand politique, en jouant aux échecs, par hasard. Ah oui, oui, oui. Je dois dire que je ne m'étais pas rendu compte, à l'époque, je ne savais pas qui était Lénine, sauf qu'il s'occupait de politique, c'était un socialiste, minoritaire, disait-on. J'ai joué aux échecs avec lui, il habitait la même rue où avait lieu nos manifestations au cabaret Voltaire, c'était la Spiegelgasse. L'avez-vous déjà battu aux échecs? Oh, ça, je ne me souviens plus. Enfin, je crois que ni l'un ni l'autre, nous ne jouions pas d'une façon très extraordinaire. J'ai fait des progrès depuis, je dois dire. C'était un homme qui avait l'allure d'un professeur, très calme, très pondéré. Est-ce que lui était intéressé par votre révolte totale à ce moment-là? Je ne crois pas. Il était au courant, en tout cas. Oui. Et ses amis, son groupe, venaient souvent au cabaret Voltaire, où on leur consacrait, je crois, 2 soirées par semaine, et ils jouaient la balalaïka et des choses comme ça. J'étais une fois ou deux, je les ai vus, j'en ai connu quelques-uns. Est-ce qu'on n'a pas dit aussi que Dada, c'était la confusion intellectuelle, entre autres choses? Oh, on a dit beaucoup de choses. On a dit même que nous étions payés par les bolcheviks pour détruire l'esprit français. On a dit que nous étions des anarchistes très dangereux. On a dit que nous allions brûler le Louvre. On a dit beaucoup de choses. Enfin, il n'y avait pas grand-chose de vrai dans tout ça? Ben non, parce que malgré tout, notre révolte était purement idéologique. Elle se passait dans les idées, dans l'action poétique, dans la littérature, dans l'art, et non pas sur le plan pratique. Mais vous avez voulu scandaliser le public quand même, le choquer.
je crois. Vous avez manifesté. Sûrement, sûrement. C'est-à-dire qu'en partie, ce que nous faisions était assez conforme à nos propres pensées. Et d'autre part, ça ne nous déplaisait pas que le public soit sorti de ses gonds et qu'il manifeste bruyamment et qu'il nous trouve parfois, nous prenne pour des imbéciles. En somme, c'est le public qui vous donne un spectacle. C'est ça. Voilà. Mais vous lui donniez une bonne provocation avant. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui se passait? Eh bien, bien sûr, nos soirées étaient telles qu'il ne pouvait pas accepter que nous lui donnions ça sans explication. Car Dada se refusait à expliquer quoi que ce soit. Il présentait ses productions, enfin je veux dire sa nature, sans explication et sans l'insérer dans quelque système que ce soit. Une phrase de l'époque dit très clairement, le manque de système est aussi un système, mais le plus sympathique. Et c'est celui de Dada. Oui. Est-ce que vous n'avez pas offert déjà de l'argent à celui qui pourrait vous expliquer qui était Dada? On l'a écrit, c'était une phrase. Ouais. Avez-vous reçu des réponses? Non, sûrement pas. Non. Les choses se passaient, sont beaucoup plus littéraires que vous ne le croyez. Enfin, ouais. D'abord, il faut penser que nous étions très jeunes, que nous étions très amis entre nous et que toutes ces manifestations avaient pour fond un assez grand désespoir, malgré le côté l'humour que ça pouvait présenter au premier abord. Et à ce moment-là, vous avez vous-même écrit votre premier livre, Monsieur... Comment s'appelle-t-il? Monsieur Oui, Antipyrine. C'est ça, en 1916. Maintenant, je dois dire que le scandale était pour nous un élément poétique. Ça faisait partie, si vous voulez, de l'excitation et des moyens poétiques. Parce que pour vous, la poésie se trouve partout. C'est ça. La poésie se trouve partout. Et le fait que nous employions des mots encore était une concession justement à la forme actuelle et la possibilité de l'exprimer. Alors vous avez disloqué les mots. Nous avons disloqué les mots, la logique, enfin tout ce qui... le langage surtout. Et vous voyez, ça a donné des résultats très curieux, puisqu'ils se sont poursuivis dans le surréalisme, qui en a fait une doctrine, presque, n'est-ce pas? Oui, et ce n'est pas longtemps après, 2 ou 3 ans après, je crois. Après la fin de Dada, oui. Oui. Vous êtes arrivé à Paris? Je suis arrivé à Paris en 1920, où Dada a continué jusqu'en 1922, quand il a pris fin au moment du congrès de Paris pour la délimitation de tendances de l'art moderne, où justement on voulait nous entraîner à discuter sérieusement de ces tendances. Or, Dada ne se considérait pas comme moderne. Et pas comme sérieux aussi, peut-être? Et pas comme sérieux, et non plus comme tendance. Et alors, évidemment, il y avait un conflit, et ce conflit s'est manifesté surtout entre tout le groupe de Dada qui était formé à ce moment-là, Soupeau, Éluard, Raymond Dessaigne, Benjamin Perret, etc., Picabia, et de l'autre côté, il y avait Breton. Breton a été soutenu à ce moment-là par Aragon. Et déjà, Breton, lui, avait démarré le surréalisme. Non, c'était en tout cas la brouille entre nous, puisque Breton considérait qu'il fallait avoir des théories beaucoup plus stables et qu'il fallait exprimer ces théories et il fallait qu'elles s'insèrent dans un système philosophique général. Or, Dada se refusait, n'est-ce pas? N'empêche que bien plus tard, enfin quelques années après, j'ai de nouveau adhéré au mouvement surréaliste, mais il faut dire que tel qu'on le comprend aujourd'hui, le surréalisme est l'expression de ce que Breton a écrit sur le plan théorique. Mais à l'époque, chacun avait une idée toute particulière du surréalisme. Mais à ce moment-là, quand vous avez adhéré au mouvement surréaliste, est-ce que c'était pas de devenir un peu plus sage comparativement à Dada, à ce que vous étiez? Vous savez, il y a des éléments sentimentaux qui ont joué aussi, des amitiés. Oui. Il y avait mon évolution propre qui m'avait déjà éloigné de Dada. J'avais écrit à ce moment, par exemple, L'homme approximatif, où le problème de l'image n'était plus explosif comme c'était au début de Dada. C'était plus lyrique. C'était plus lyrique. Enfin, l'image était déjà... Enfin, l'explosion était, si vous voulez, placée sur un autre plan. Alors, bien entendu, je m'étais rapproché des surréalistes par l'évolution toute naturelle chacun de nous, n'est-ce pas? Mais comparativement à ce qu'avait été Dada, le surréalisme était un peu bourgeois. On ne peut pas dire, parce que le surréalisme s'est exprimé sur le plan révolutionnaire de manière très précise.
mais d'une manière moins anarchique, didactique et dialectique, ce que Dada ne concevait même pas. Dada voulait être une explosion totale de l'individu à chaque instant, sans rendre compte d'aucun lien, ni d'aucune cohérence. Monsieur Zara, vous vous occupiez de politique à cette époque dans le sens que vous étiez contre à peu près toute la politique qui existait à ce moment-là, mais est-ce que la politique s'occupait de vous? Oh, sûrement pas, non. Non, non, la politique ne s'occupait absolument pas de nous. Du reste, ce n'est pas politique dont on ne devrait pas parler de politique telle qu'on l'entend. Ce n'est pas la politique qui nous intéressait, c'était si vous voulez, l'idéologie même de l'état social et des classes et de la situation de l'individu par rapport des uns des forces créatrices. Évidemment, nous étions contre la guerre. Évidemment, avec les surréalistes, nous avons pris parti contre la guerre du Maroc, ce qui nous a attiré énormément de la nuit. Et c'est la première manifestation peut-être où les poètes se sont occupés de choses qui ne les regardaient pas, qu'on croyait qu'ils ne les regardaient pas. Mais les poètes avaient évidemment affaire aussi avec les conditions qui sont faites à l'homme en général et par conséquent à la poésie. Le fait est qu'au moment de la guerre d'Espagne, nous avons pris tous, sans nous être concertés, parti pour les républicains contre les forces de droite et les fascistes, et que le fascisme a été pour nous, dès le début, une menace. Nous avons vu la menace que ça représentait, et c'était une raison supplémentaire pour affirmer que l'écrivain, le poète, l'artiste ne peut pas rester étranger à ce qui se passe autour de lui, comme on l'avait pensé jusqu'à l'époque. On pensait que l'art était indépendant et qu'il se manifestait dans l'individu. Or, l'art, on l'a bien vu, est malgré tout fonction sociale, et malgré tout s'insère dans un système et subit tous les contre-coups des mouvements extérieurs. C'est peut-être ce qui vous a fait vous intéresser, je crois, à l'art de masque et le folklore et l'art primitif des nègres. Oui, ce n'est pas tout à fait exactement, mais enfin, nous étions déjà préoccupés par l'art primitif depuis longtemps, et j'étais peut-être avec Apollinaire un des premiers à écrire sur le plan de l'art actuel, sur l'art nègre. En 1917 déjà, j'ai écrit un article dans la revue SIC. Apollinaire, la même année, avait écrit une préface pour un album d'art nègre. Jusqu'à ce moment-là, l'art nègre n'était pas tellement connu. Oh non, il était totalement inconnu et considéré comme un art sauvage, sauf par certains peintres comme Matisse, Derain, Picasso, Vlaminck, qui l'appréciaient sur le plan esthétique. Mais pour nous, c'était encore autre chose que le plan esthétique. Il y avait une manifestation de l'individu lui-même, une mentalité, si vous voulez, derrière cet art qui donner la liberté d'expression à ces gens qui ne sont même pas des artistes, qui étaient à peine des artisans, mais où la manifestation de l'art, c'était une des preuves que l'art est une manifestation qui existe dans chaque individu. Il y a une volonté d'expression qui est manifeste, et nous en avons élargi le principe en disant que l'art se trouvait partout. Et chacun avait en soi des qualités correspondantes à ce que nous appelons art. Par conséquent, l'art fait partie de la vie et n'a pas à être distingué des autres activités. L'art avec un A majuscule, l'art fait partie du mouvement général des masses, des gens qui chantent, des oiseaux. C'est un phénomène total. Oui. Mais est-ce que ça ne vous a pas porté justement au moment de la guerre d'Espagne, par exemple, où vous vous êtes engagé, vraiment, comme au moment de l'occupation, lors de la dernière guerre, à faire de votre art, à mettre votre art, si vous voulez, au service d'une cause, à vous engager, pour employer un mot que vous n'aimez pas? Certes, le fait que la guerre d'Espagne nous a tellement préoccupés a fait que nous avons écrit des poèmes qui ont affaire avec la guerre d'Espagne. Oui. Mais c'était, si vous voulez, une préoccupation du même ordre que l'amour, qui est un thème de la poésie, et du reste, c'était de l'amour dont il s'agissait, puisque le mouvement même pour ces lutteurs d'Espagne était un mouvement d'amour. C'était la même chose pour la résistance, mais l'art engagé tel qu'on le conçoit actuellement, c'est-à-dire mis au service d'une cause, est artificiel et ne peut pas subsister, car l'art, comme je vous ai dit, est une manifestation totale qui engage la vie entière. Cet engagement, par conséquent, est envers la vie
et la conception, l'idée qu'on se fait de la vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'au point de vue technique, l'évolution qui s'est produite chez vous, que chaque poète doit la faire en plus ou moins grand, en plus ou moins approfondi? Les voix de la poésie sont très diverses et tout à fait inconnues. Et chacun a ses propres voix. Mais je crois que l'histoire de la poésie a dû enregistrer à un moment donné ce mouvement de révolte, de dislocation du langage. Mais ce mouvement s'insère dans une lignée générale qui va des romantiques et des petits romantiques, les Bousingot, à travers Lautréamont, Rimbaud, Jarry, enfin, tous les poètes qui étaient nos précurseurs, que j'aime, Tristan Corbière, Saint-Paul Leroux. Chacun à sa manière différente a représenté un mouvement de révolte par rapport à ce qui le précédait et a fait avancer la connaissance poétique. Eh bien, Dada ne serait pas valable s'il n'était pas, finalement, sans que nous l'ayons voulu, du reste, la suite normale de toute une évolution. Et ça peut être un phénomène de désintoxication, si vous voulez, en même temps. Oui, on voit dans la poésie française et dans l'art pictural un phénomène qui ne se produit peut-être qu'en France, de façon en tout cas aussi visible. C'est une cohérence et une suite cohérente de tous les mouvements. Ce sont des mouvements qui se suivent et en même temps qui se combattent. Chaque nouveau mouvement se déclare contre son devancier, par exemple le romantisme contre les classiques, mais tout en continuant une certaine ligne. Et ainsi, il y a une ligne très extraordinairement productive que l'on voit dans la peinture, depuis Ingres et Delacroix jusqu'à nos abstraits d'aujourd'hui, aux cubistes et aux peintres modernes. Et de la même manière dans la poésie, depuis les romantiques, et peut-être même déjà avant. Mes travaux actuels sur la poésie du Moyen-Âge m'ont fait voir d'une façon encore plus claire cette continuité extraordinaire de l'esprit poétique, malgré la différence énorme de la position du poète par rapport à son œuvre. Le Moyen-Âge m'a appris énormément de choses sur la poésie, c'est-à-dire la manière dont la poésie est conditionnée par l'événement de l'histoire et l'événement social. Vous avez un exemple? Oui, mille exemples. Par exemple, au XVe siècle, au XIIe siècle, la poésie raconte des histoires. Ce qui est poésie, c'est de surcroît. Tandis qu'aujourd'hui, ce que nous entendons par poésie est justement ce surcroît qui est peut-être inconscient chez le poète, mais qui est une qualité intrinsèque. Car le poète du Moyen-Âge veut exprimer de la manière la plus parfaite, vaincre des difficultés, exprimer une idée ou un fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais il voulait aussi quelquefois dissimuler des choses. Vous allez très bientôt nous révéler des choses sur François Villon. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la poésie, à ce moment-là, devait servir à communiquer et non pas à en jouir comme d'une musique ou d'un sentiment intérieur. Et François Villon, en effet, a dissimulé beaucoup de choses dans pas de ses anagrammes. Maintenant, la mode des anagrammes existait dans la poésie française déjà depuis les troubadours, depuis le XIIe siècle. Et les poètes l'ont employé surtout comme moyen de signature, ou pour les troubadours spécialement, pour cacher le nom de leur dame. Mais au sujet de Villon, vous êtes le premier à vous en être aperçu. Oui, c'est un système d'anagramme, une structure. Si ce n'est pas une clé, c'est une clé structurale que j'ai trouvée, un principe qui est différent du principe des anagrammes tels qu'on le connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire dans le type classique et Alcofribas Nazier pour François Rabelais. Et ce principe est basé sur une symétrie très stricte. Et je dois dire que François Villon a dépassé tous les autres en maîtrise, c'est une richesse. Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qui dissimulait dans ces anagrammes? Eh bien, par le sens des vers et le nom de la personne qui se cache dans l'anagramme, il insinue des choses ou alors il fait des allusions. Et quand il y a toute une série de recoupements sur certains personnages, qui en même temps sont, si on confronte le résultat de ces recherches avec la réalité historique ou les documents d'époque, on arrive évidemment à savoir à peu près ce que Villon voulait dire. Ainsi, dans le lait,
où il parle de son départ pour Angers, d'un amour dépité. En fait, il s'agit tout à fait d'autre chose. Il s'agit d'un procès qu'on lui a intenté par l'évêché de Paris pour blasphème, pour toutes sortes de crimes assimilés à l'hérésie. Et il est parti pour Angers, de là-bas, enfin, il est allé au service du duc d'Orléans et chez le frère du duc d'Orléans à Angoulême, chez le duc Jean d'Angoulême. Et vous devez sûrement découvrir là-dedans des choses qui étaient ignorées jusqu'à maintenant au sujet de la vie même de François Villon. Oui, sûrement. Si par exemple, j'ai pu identifier le poète vaillant dont on ne savait pas grand-chose avec Villon, c'est Villon qui se cachait sous ce nom à Tours, à Blois et à Angoulême entre 1456 et 1461, quand il a été justement découvert et mis en prison à Mans, où il y a eu un procès à Orléans. Et toutes ces choses-là sont évidemment suggérées dans l'œuvre de Villon par des anagrammes et puis d'une manière secrète. Il y a une vengeance terrible contre Catherine de Vaucelles qui le rend responsable de tous ses malheurs. Il a sûrement été amoureux d'elle, sans aucun résultat probablement. Elle était l'amie de Noé Jolis. Il dit pique-pendre de cette femme qu'en même temps il admire. L'amour frustré, toujours terrible. C'est ça. Mais si vous le permettez, Tristan Tzara, nous revenons à vous. Oui. Et nous vous demandons maintenant quelle est votre poésie, quelle est votre conception de la poésie aujourd'hui? Eh bien, la poésie, on ne peut pas parler de conception de poésie, parce que la poésie, il s'agit de la faire. C'est une matière, on n'a pas d'idée préconçue. Et je pourrais même vous dire qu'au moment où j'écrivais un poème de nature autobiographique qui s'appelle La Haute Flamme, et qui a un ton assez sérieux, si vous voulez, ou assez profond, c'est une évocation de l'exode de Paris pendant l'occupation, le début de l'occupation, et sur lequel se greffent des souvenirs antérieurs à l'exode et même postérieurs. C'est un poème de la durée, si vous voulez. Pendant ce temps, et en même temps, comme une sorte de réaction toute naturelle, j'ai écrit de tout petits poèmes de 4 ou 5 vers, et qui sont très fluets. Et, vous voyez, il n'y a pas de loi, on ne sait pas. Mais je crois que la poésie doit sortir de sa tendance actuelle, qui est horizontale, et qui se répand dans une sorte de répétition d'une même image, et qui s'étend comme des vagues, si vous voulez, qui a une tendance, je ne veux pas nommer des poètes, mais enfin, Saint Jean de Perse, par exemple, est un des chefs, si vous voulez, de cette tendance, et une autre poésie qui est verticale, et qui est en fait, qui représente le saut constant et une marche en avant. Alors, je crois que cette première genre, cette première forme de poésie dont je parlais tout à l'heure est stagnante, tandis que l'autre va vers l'avenir et peut découvrir de nouvelles voies, parce que la vie continue et parce que nous ne restons pas sur place. Une dernière question, si vous le permettez. Vous parlez d'avenir. Est-ce que vous croyez qu'il sera possible un jour à un groupe de jeunes d'être plus anarchique que vous le fûtes quand vous aviez 20 ans? Anarchique, enfin, c'est beaucoup dire. Ce sont des événements sociaux qui engendrent des mouvements. La poésie n'est pas faite pour être un mouvement, mais évidemment, la société entraîne ses poètes vers une sorte de groupement instinctif de tendance commune. Il y a, par exemple, une peinture actuellement qui voudrait reprendre Dada. C'est l'école néo-dadaïste qui est aussi bien répandue aux États-Unis qu'en France. César, il y a même une exposition actuellement. Évidemment, ce n'est plus la même chose que Dada, c'est différent. Ils sont 30 ans en retard, ou 40 ans. C'est pas seulement ça, oui, mais il y a malgré tout une évocation de la destruction de l'art et de la futilité de l'art qui est sympathique dans ce mouvement. Ainsi, par exemple, il y a quelqu'un, on ne peut même pas parler de peintre, puisqu'il n'est pas peintre, mais qui a amassé dans des récipients en verre toutes sortes d'ordures, qui a vidé des poubelles. Eh bien, c'est vraiment la fin de l'art, ça représente en même temps la fin du monde, ça représente des axements de la société actuelle, le chaos vers lequel peut-être nous irons, la bombe atomique, enfin, cette corde raide sur laquelle nous vivons tous les jours sans savoir si nous allons tomber ou rester vivants, et c'est très angoissant. Et je trouve dans ce sens-là que
certains de ces jeunes gens expriment une réalité solide et cohérente. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas de l'art, c'est la destruction de l'art. Ils trouveront leur solution après. C'est plutôt une manifestation, c'est une manifestation de leur esprit qui se dresse justement contre tout ce qui a été esthétique et académique et artistique, car il ne faut pas croire que l'académisme en peinture se résout dans des salons de la nationale. L'académisme existe aussi bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui la peinture abstraite. Tristan Tzara, je vous remercie.